Bonsoir à tous et merci de nous être fidèles. Tout de suite, les grands titres de ce journal. Une bombe a encore été retrouvée ce matin du côté d'Itos. Aucune explosion pour cette fois-ci. Retour sur cette situation dans ce journal. Des échanges de compétences ont débuté aujourd'hui entre les forces de l'ordre et ce, afin de sécuriser la tenue des élections. Les bulletins uniques à utiliser lors des élections du 25 octobre prochain sont arrivés. Il y aura plus de 20% de stock de bulletins pour tous les bureaux de vote de la capitale et de Madagascar. Cristina Kirchner, la présidente de l'Argentine, victime d'un traumatisme crânien, est opérée aujourd'hui dans un hôpital à Buenos Aires. Les explosions de bombes, une histoire sans fin, surtout pour la capitale. Mais cette fois-ci, c'est dans les périphéries d'Antananarivo, à Itos, qu'une autre bombe a été retrouvée. Il n'y a pas eu d'explosion pour cette fois-ci. La question se pose pour autant à savoir pourquoi la bombe a-t-elle été déposée hors de la ville. C'est un reportage de Hermis Sarakoutpe sur les images de Janel. Les trois corps des forces de l'ordre ont fait une descente ici à un bout de Fasca, Itos, ce matin, pour cause la découverte d'une autre bombe artisanale dans la cour d'un particulier devant le parking. Personne n'a pu circuler sur les lieux. C'était une bombe à déflagration à commander à distance. Tout le monde a dû éteindre son téléphone pendant que les forces de l'ordre faisaient leur travail. Selon les dires du propriétaire de la maison, celui qui a posé la bombe a dû passer par-dessus le mur. Et selon eux toujours, cela s'est probablement passé pendant la nuit. Notre bonne s'est réveillée vers 6 h du matin. Elle a vu cette chose et elle m'a appelée. C'était devant le garage. Quand je l'ai vue, j'ai bien regardé et j'ai vu des fils dépasser. Et il y avait quelque chose d'autre en dessous. Je pense qu'ils l'ont déposé pendant la nuit, puisque quand on a fermé le soir, il n'y avait encore rien. Le propriétaire de la maison serait un ancien député. Il se pose la question à savoir pourquoi la bombe a-t-elle atterri dans sa cour. Nous ne savons vraiment pas pourquoi ils ont déposé cette bombe artisanale dans un domaine privé tel que celui-ci. Cette bombe découverte à Itos est la 5e bombe artisanale retrouvée dans la capitale cette année, la première pour les périphériques. Les forces de l'ordre n'ont pas encore émis leur avis sur ce fait jusqu'à présent. Combien pèse aujourd'hui le cartable d'un écolier? Très lourd, nous répondent les élèves et leurs parents. Mais jusqu'ici, aucune norme n'est établie par le ministère de l'Éducation nationale, alors que dans d'autres pays, le poids du cartable ne doit pas dépasser les 20% du poids de l'enfant. C'est un reportage signé Anna Muriel sur les images de Nzara Ranjansu. Cyr entre en CE cette année dans son cartable, son cahier de SVT, de français, de récitation et du chant. Et tout d'un coup, son cartable pèse beaucoup plus lourd, car il utilise maintenant les cahiers à 200 pages. Français, des calculs, des fois pesant. J'emmène tous mes cahiers à l'école tous les jours. Mais pour Stiavan, cette jeune écolière en CM2, son cartable pèse encore plus lourd. Alors qu'elle suit un emploi du temps, elle emmène aussi tous ses cahiers à l'école. Son cartable, elle le porte sur ses épaules sur un trajet à pied et seul en partant d'un Moussibé jusqu'à Tambarnadjin. Ceci est mon cahier de SVT, celui-ci est mon cahier d'histo-géo. Je les emmène tous les jours, ce sont tous des cahiers à 200 pages. Mais pourquoi faut-il emmener tous ces cahiers à l'école? Apparemment, c'est juste pour ne pas oublier certains cahiers. Du coup, la majorité des élèves en primaire transportent tous les jours quelques 2,5 kg de cartables sur leurs épaules. Peut-être aussi parce que certains parents et leurs enfants ne connaissent pas les emplois du temps, c'est pourquoi ils incitent leurs enfants à tout emmener en classe. Mais qu'en disent réellement les parents? Certains d'entre eux poussent leurs enfants à bien respecter les emplois du temps pour éviter les cartables trop lourds à porter. C'est vrai que les cartables pèsent très lourd, c'est pourquoi on leur dit de n'apporter à l'école que les cahiers nécessaires pour la journée. Je confirme, leurs cartables sont trop lourds à porter. Mais il faut aussi respecter les consignes des enseignants.
Mes enfants doivent tout apporter en classe et leur cartable pèse très lourd. Et pourtant, nous ne sommes qu'au début de l'année scolaire. Tout porte à croire que les cours passeront mieux si les élèves auront moins de charges à porter sur leurs épaules tous les jours. Mais pour d'autres, c'est le nombre de matières à apprendre qu'il faut réviser, surtout pour la primaire. Et apparemment, ce ne sont pas seulement les écoliers malgaches qui portent de très lourds cartables pour aller en classe, mais jusqu'ici, il n'existe aucune norme établie par le ministère de l'Éducation nationale malgache, mais dans d'autres pays, comme la France par exemple. Sachez que le cartable d'un écolier pèse en moyenne 8 kilos et il ne doit pas dépasser les 20% du poids de l'enfant, tandis qu'aux États-Unis, les responsables de l'éducation limitent le poids du cartable d'un écolier à 4 kilos, tout ceci pour éviter certaines maladies comme la scoliose qui atteint la colonne vertébrale des enfants en bas d'âge. Et concernant les actualités de l'élection, les bureaux de vote ont des stocks de 20% sur les bulletins uniques pour les élections à venir. En général, il y a 9 millions de bulletins qui sont déjà arrivés au pays. Il y aurait plus de 7 800 000 et quelques électeurs. Des mesures ont déjà été prises dans le cas d'une usure des bulletins uniques. Le soutien venant des partenaires de la CENIT n'a pas cessé. Ils ont pour seule tâche d'aider dans la préparation des élections et non de critiquer. L'Union des pays francophones, elle, a offert des kits de visibilité et des t-shirts et autres pour la CENIT aujourd'hui, un don qui s'élèverait à plus de 4 000 €. Et toujours autour des élections, les étapes à suivre dans la tenue des élections doivent elles aussi être sécurisées, raison pour laquelle des échanges de compétences ont été faits entre les forces de l'ordre par le biais d'un atelier qui a débuté aujourd'hui ici à la capitale, un atelier qui a été fait particulièrement pour les responsables des forces de l'ordre. C'est un reportage signé Armisa Rakoutpe et Yves Janel. Des commandants de groupement et des écoles supérieures des officiers de la gendarmerie nationale, 60 officiers de l'armée et de la police ont été invités à assister à l'atelier. Le rôle des forces de l'ordre se répartit en deux, celui de la prévention et des investigations. L'atelier s'est plutôt penché sur la prévention. Cet atelier entre dans le cadre de la police administrative, en l'occurrence la police des élections. Nous assurons donc la sécurité avant, pendant et après les élections. Des juristes et des experts malgaches et étrangers en matière de sécurité se feront des échanges durant 3 jours. Lors de l'ouverture officielle, il a été affirmé que la crise post-électorale est un des meilleurs moyens de manipuler les résultats du scrutin. Il a été rappelé aux forces de l'ordre qu'il existe des normes internationales et nationales, des tâches qu'ils doivent accomplir, mais ont-elles été mises à jour ou pas, ils doivent donc s'adapter aux circonstances. L'atelier qui entre dans le cadre de la préparation aux élections par la Commission électorale indépendante de la transition, le Programme des Nations Unies pour le développement, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme et le Centre régional des Nations Unies pour la paix et le désarmement en Afrique. Et sur les échos de la campagne électorale, les candidats continuent à sillonner les régions. Pour la candidate du Parti vert, Sarah Georges Rabersouf, elle a visité les régions de Bénin, Tchabelou, Befutake et Vunjus toute la semaine dernière. Adzu Andjananarvel, quant à lui, était dans la partie nord de l'île, lançant un défi sur le retour de la sécurité dans cette partie du pays. Et puis vers la fin de la semaine, le candidat Edgar Razafnjava a rencontré la population de Muramang. Pour lui, la priorité serait la mise en place de nouvelles infrastructures, surtout les marchés. Un tout autre sujet à présent. Durant des années, le métier de réparateur de briquets a fait vivre son homme. Aujourd'hui, le métier n'est plus ce qu'il a été, dû aux briquets de mauvaise qualité qui remplissent le marché. Cela coûte dans les 400 ariars pour faire réparer un briquet. En ce moment, c'est un reportage de Anna Muriel sur les images de Yves Janel.
Un Tannaring, tout juste au bord de la route. C'est ici que ce père de famille passe ses journées en réparant des briquets. Un jaune rechargeable, un jaune 1000 francs. C'est un jaune acheté. Cela coûte 1000 francs pour charger les briquets chargeables, 1500 francs pour les briquets à jeter. Tous les briquets à gaz peuvent être chargés, n'importe lequel. Il est moins cher de recharger un briquet que d'en acheter à chaque fois. Celui-ci coûte par exemple 5000 francs, celui-là 3000 francs, et celui-ci 4000 francs, alors que cela coûte seulement 1500 francs de les charger. Rabri fait ce travail depuis maintenant 30 ans. On pourrait même dire que c'est un professionnel en la matière. En seulement quelques minutes, les briquets qu'on ramène ici sont à nouveau remplis de gaz et prêts à être réutilisés. On a juste adapté les bombes. On y met une tête et c'est là qu'on charge le briquet. Une bouteille pleine dure environ 3 jours. On les achète chez les détaillants avec les grandes bouteilles à gaz. Ici, on travaille avec du gaz butane contenu dans ce récipient qui a subi quelques modifications. Tout comme Rabri, Sassa ne vit que de ce travail. Certaines personnes compensent avec la qualité du briquet. Si c'est un bon briquet, ils le rechargent une fois que c'est à court de gaz. Les briquets de qualité sont par exemple ceux de marque électronique, les briquets à jeter que les gens ne rechargent pas souvent et bien d'autres encore. En une journée, il reçoit 25 clients. L'un d'eux, ce père de famille qui refuse de jeter son briquet, même à court de gaz. Cela dépend des briquets. Celui-ci est de bonne qualité, paraît-il. Je préfère le recharger. La réparation de briquets, un petit commerce qui fait vivre de nombreuses familles dans la capitale. Le briquet qui est un outil indispensable dans les corvées quotidiennes d'un foyer. Et c'est maintenant la saison des mangues, même si la pluie a pris du retard selon les collecteurs. 10 tonnes de mangues chaque semaine pour chaque collecteur arrivent ici au marché d'Amouspé. Nos journalistes Zola Mialsou et Yves Janel étaient sur les lieux. Voici le marché des mangues ici à Amouspé. Nous sommes en pleine saison des mangues selon les marchands, ce qui explique la couleur verte qui domine sur les lieux. Les collecteurs s'approvisionnent à Majunga, Man. L'un d'entre eux transporte plus de 10 tonnes de mangues chaque lundi jusqu'ici à la capitale. Nous ne sommes pas nombreux et on manque d'argent. Pourtant les mangues, il y en a à perte de vue, vu que c'est la saison. Peu importe combien de tonnes on veut, on les trouvera. Il y a juste le problème des prix. Les mangues vertes, c'est ce qu'on trouve le plus au marché en ce moment. Les mangues mûres font 4 jours de trajet de Majunga à Antananarivo. Elles peuvent donc être directement consommées. C'est la stratégie qu'a adoptée Nentu. Elle récolte les mangues mûres à Majunga. Nous les achetons à la source et payons quelqu'un pour les porter, les mettre dans les caisses en bois. Les mangues ne peuvent mûrir ici à la capitale. On les laisse mûrir sur place pendant 3 ou 4 jours avant de les emmener ici. Comme ça, elles seront encore plus sucrées. Les passants ne peuvent résister à cette multitude de fruits charnus. Certains en achètent et mangent sur place, tout en sachant que les mangues ne sont pas encore très bonnes avant la saison des pluies. Elles sont déjà mangeables, elles sont mûres et très bonnes. Tout le monde chez nous en mange déjà, même les enfants. Personne n'est tombé malade. Nous en mangeons parce que c'est la saison pour éviter qu'il y ait des mûrs et des pas mûrs. Je pense que la vraie saison des mangues commence en décembre. Là on est en octobre et il y en a déjà. Les mangues ici au marché sont à la portée de tous. Ce fruit qui selon les médecins est très riche en vitamine A dont tout le monde a besoin.